François de Rugy. Pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Paul Giacobbe. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nous voici encore réduits à délibérer sans vote, comme le faisait le tribunal de l'Empire, mais cette fois sur le sujet de la guerre ou de la paix. Notre Constitution n'oblige en rien le chef des armées, c'est-à-dire le Président de la République, à nous consulter avant de décider d'une intervention militaire, moins encore à se soumettre à notre vote. Cette absence d'obligation, je vous le rappelle, est liée à l'abandon de la pratique de la déclaration de guerre, qui reste constitutionnellement soumise à notre décision, mais depuis le 7 décembre 1941, plus personne n'a jamais déclaré aucune guerre, et à l'urgence qui requiert parfois d'agir avant même que le Parlement ait pu en connaître. Mais c'est pourtant bien une guerre que nous allons faire en Syrie. Et où est l'urgence, puisque l'allié américain, sans lequel nous ne ferons rien, a décidé de prendre son temps, d'attendre la réunion du G20 qui lui permettra de rencontrer M. Poutine et d'attendre aussi la réunion de son Congrès qui interviendra le 9 septembre prochain. De ce fait, il n'existe aucune urgence immédiate. Nous avons toujours le temps, sur un sujet aussi grave, d'organiser un véritable débat au sein de notre Assemblée qui devra se conclure par un vote après consultation des commissions, comme dans toutes les assemblées démocratiques de cette planète. Pas plus aux États-Unis qu'en France, il n'existe dans ce cas d'obligation juridique d'obtenir un vote du Parlement. C'est vrai. Et si le président Obama l'a jugé indispensable, c'est moins par un respect du Congrès, qu'on ne lui connaissait pas à ce jour dans le domaine international, que parce qu'il lui fallait avant tout consulter la Russie et convaincre une opinion publique encore réticente. Nous constatons aujourd'hui que cette tactique donne des résultats puisque le président Poutine n'exclut plus une réponse à l'utilisation des gaz si elle est démontrée et suspend ses livraisons de missiles S-300, l'équivalent russe des Patriotes, missiles antimissiles, tandis que le président républicain de la Chambre des représentants donne son accord à l'intervention, ce qui nous donne au passage une idée inconnue malheureusement dans ce pays et dans ses assemblées de ce que peut être le consensus national dans un grand pays démocratique. De ce fait, la décision d'engager nos forces, celle de la France, ne dépend plus aujourd'hui ni du vote de cette Assemblée si l'exécutif ne s'y soumet pas, ni même de la décision du président de la République qui est déjà annoncée, mais de l'issue de la rencontre Obama-Poutine et du vote du Congrès américain. La voix de la France s'est exprimée un peu tôt sans doute, et de manière peut-être finalement trop juste et trop claire, mais la décision nous échappe tout autant au Parlement français qu'au sein de l'exécutif qui ne saurait agir seul avec le dernier allié qui pour le moment nous reste dans cette affaire, qui est l'allié américain. Demander un vote parlementaire dans quelques jours ou quelques semaines permettrait à la France de retrouver son autonomie de décision, c'est-à-dire sa souveraineté, nous donnerait la possibilité de voir comment les choses évoluent suite à la rencontre russo-américaine et au rapport des experts de l'ONU, et faisant en sorte que nous nous prononcions en dernier nous permettrait de nous replacer au centre d'un jeu dans lequel, pour l'heure, nous paraissons marginalisés. Il appartient au président de la République d'en décider, mais il ne nous est pas interdit de souligner à quel point ce serait opportun. Le temps qui nous est donné, c'est peut-être le temps nécessaire qui laisserait une solution, une chance à la solution politique, une chance à la paix. Mais dans cette affaire, la forme, même si elle touche à notre souveraineté nationale et au fondement de notre démocratie, ne doit pas occulter le fond. L'atrocité d'une guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts, le crime de guerre qui a consisté à utiliser du gaz neurotoxique pour terroriser une population en révolte. Nous disposons aujourd'hui des preuves que le gaz sarin a bien été utilisé lors de l'offensive du 21 août. Sans que nous en ayons la preuve, la présomption est établie que seul le gouvernement a pu l'utiliser,
aussi massivement et aux moyens de vecteurs dont ne disposent pas les opposants. La convention qui prohibe le gaz de combat a été signée par 160 pays, sauf à renoncer à tout état de droit international en matière de crimes de guerre et à admettre, au nom de je ne sais quel cynisme que j'ai entendu tout à l'heure, ou d'un faux principe de réalité qui nous condamnerait à la pire des réalités, nous ne pouvons rester sans agir dans un pays où les atermoiements de la communauté internationale a déjà donné le temps nécessaire à faire passer l'opposition laïque sous la tutelle du fondamentalisme religieux. Dans la guerre, Clausewitz distinguait, vous le savez, 3 composantes: la pulsion violente, la chance et la politique. Le recours à la force que notre exécutif a décidé n'est pas une réaction violente ou agressive. C'est l'application d'une sanction indispensable au respect du droit dans le domaine de la guerre. Pour autant, nous ne pouvons pas nous en remettre à la chance pour la suite des événements, c'est-à-dire pour ce qui suivra notre frappe, et nous devons penser politiquement cette dernière et ses conséquences, ainsi que ce qu'il nous restera à faire après pour sortir de cette crise. À la différence de l'intervention en Libye, où la France avait annoncé qu'elle avait pour objectif d'abattre le régime en place, et c'est bien ce que nous reprochent aujourd'hui les Russes et les Chinois, parce qu'à l'époque, l'ONU avait autorisé la force pour protéger les populations civiles et que le lendemain matin, les coalisés, à commencer par le président de la République française, avaient décidé que leur objectif, c'était d'abattre Kadhafi. Et les Russes nous disent on ne nous refera plus le coup de la Libye. Il faut quand même le rappeler, le blocage aux Nations Unies, pour coupable qu'il soit, en a quand même ses raisons, et ces raisons, c'est nous qui les avons générées. Par conséquent, cet argument est quand même particulier. La France pourrait exiger de la Syrie des couloirs humanitaires, des zones de sauvegarde. Cela justifierait notre intervention au-delà de la simple perspective punitive. Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement penser que si nos frappes ont lieu, le gouvernement syrien renoncera à utiliser à nouveau les gaz de combat, d'autant plus qu'il n'est pas certain que le crime du 21 août soit imputable au dictateur lui-même, mais peut-être à d'autres composantes de ce pouvoir secret et terrible, car le moins que l'on puisse dire, au-delà de l'horreur, de la réprobation et des conséquences, c'est que cette décision a été une erreur profonde et peut-être fatale pour le régime. Pour autant, notre intervention, à supposer qu'elle n'ait pas de conséquences de déstabilisation très graves, ne changera pas significativement la situation, c'est-à-dire la prolongation indéfinie d'une guerre civile syrienne. Après la décision que j'espère nous serons, en tant que représentation nationale, amenés à prendre dans quelque temps sur cette intervention, nous serons retournés à la situation antérieure et il nous restera à penser, avec nos alliés occidentaux, avec nos partenaires du monde arabe, avec les incontournables membres du Conseil de sécurité des Nations Unies que sont les Russes et les Chinois, aux voies et moyens d'une solution politique. Il faudra peut-être prendre aussi l'initiative d'une conférence internationale et il reviendrait à la France de prendre cette initiative. Il nous faudra aussi, avec les mêmes partenaires et alliés, revenir sur la question plus grave et plus fondamentale encore que celle de la tragédie syrienne et qui lui est indissociablement liée, celle de la marche inexorable de l'Iran vers l'acquisition de l'arme nucléaire. Il ne faudrait pas, au motif bien légitime, certes, qu'il faut répondre à l'utilisation par la Syrie d'une arme de destruction massive telle que le gaz sarin, qui est un peu le nucléaire du pauvre, laisser l'Iran, signataire du traité de non-prolifération, se doter pendant ce temps de l'arme nucléaire, autrement plus redoutable pour la paix de cette région et celle du monde. L'intervention militaire dont il est ici question est la réponse à un crime précis, le moyen peut-être de l'éviter pour l'avenir. Elle ne saurait constituer ni une solution politique à la crise, ni même l'amorce d'une solution politique. Faisons en sorte que cette réponse indispensable aujourd'hui ou demain n'obère pas toute perspective de solution politique incontournable pour mettre fin au calvaire du peuple syrien et pour nous prémunir de risques plus grands encore dans cette région. Je vous remercie. Merci, Monsieur